Bienvenue sur le webinaire sur la prise en compte des questions liées à l'eau et à la nutrition dans les activités du Conseil agricole. Découvrez le module sur l'eau et la nutrition, ensuite la présentation de DIG, Développement in Gardening pour le maraîchage biologique, sur la prise en compte de la nutrition dans les activités du Conseil agricole. Euh, pour euh, pour créer cette triple fardeau de la malnutrition dans trois niveaux différents. Au niveau individuel, les mêmes enfants peuvent avoir retard de croissance, surpoids et déficience en micronutriments en même temps. Le même enfant. Au niveau de ménage, un ménage peut avoir une mère en surpoids et anémique et un jeune enfant qui souffre de retard de croissance ou d'émaciation. Au niveau de la communauté ou du pays, la même communauté ou le même pays peut avoir des fardeaux de sous-nutrition, de surpoids et de carences en micronutriments qui se chevauchent. Donc, ça, c'est un défi que plusieurs pays ont relevé. Et donc, on essaye de aider les pays et les communautés, bien sûr, à, à, à que ça améliorer cette situation. Donc, euh, là, c'est où on a fait un point sur l'alimentation saine. Quel est le rôle d'une alimentation saine pour la nutrition? Bon, une bonne nutrition commence par ce qu'on mange et une alimentation saine doit être adéquate sur la sécurité sanitaire, diversifiée et équilibrée, y compris l'eau potable, salubre et propre, que c'est très importante, soit pour boire, que soit pour la préparation et l'hygiène des aliments. Et donc, quand on parle d'une vision des systèmes alimentaires, on a que euh, pour les individus, on vise une alimentation saine, c'est-à-dire la qualité de l'alimentation individuelle avec sa diversité, adéquation, la sécurité sanitaire, comme je disais, mais aussi ça est englobé par des environnements alimentaires, c'est-à-dire le point où les consommateurs approchent le reste du système alimentaire et touchent cet reste du système alimentaire. Et ces environnements alimentaires, c'est-à-dire où les aliments sont disponibles, l'accès qu'ils ont aux différents aliments, la convenance, la désirabilité et autres facteurs. Et, dans un niveau plus grand, le système alimentaire avec, bien sûr, cette chaîne d'approvisionnement qui inclut la production, la transformation, le commerce, la consommation et l'élimination des déchets. Donc, quand on a cette approche de système alimentaire, on parle bien sûr des chaînes d'approvisionnement alimentaire, comme je disais, et là, on a le système de production où nous avons les agriculteurs, les peuples autochtones, l'agro-industrie, les propriétaires fonciers et des plantations, les pêcheurs et, et les entités financières. Après, si on passe à le stockage et la distribution, on trouve des autres acteurs comme les transporteurs, l'agro-industrie et les distributeurs, le traitement et l'emballage, et où il y a bien sûr les usines d'emballage, l'industrie alimentaire et des boissons, et les petites et moyennes entreprises, et le commerce de détail et les marchés qui détaillent et vendent et sont propriétaires de points de vente alimentaires, le commerçant, les restaurateurs et les grossistes. Tout ceci, cette chaîne d'approvisionnement, se touche avec les environnements, avec les consommateurs dans ces environnements alimentaires, c'est-à-dire euh, les endroits où les consommateurs choisissent, excuse-moi, quels aliments acheter, préparent, préparer, cuisiner, conserver et manger.
et aussi l'information qui leur dit quel est l'impact de leur choix. Et ces environnements alimentaires, donc, sont où la disponibilité, l'accès, l'abordabilité, l'acceptabilité, les informations, les directives et la publicité, la qualité et salubrité des aliments et les conditions de politique ont un rôle important. Et tout ceci donne le régime alimentaire avec leur qualité, quantité, diversité, sécurité sanitaire et adéquation. Et ça a comme des résultats, bien sûr, la nutrition et la santé des consommateurs, la génération de revenus des différents acteurs du système alimentaire, l'atténuation du changement climatique, la durabilité environnementale et plusieurs autres résultats des activités qu'on voit ici. Donc, quand on parle d'eau et nutrition et agriculture et une alimentation saine, si l'on prend cette approche de système alimentaire, on peut voir que de côté euh, gauche, vous voyez qu'on a les ressources en eau. Et ces ressources en eau sont toujours les mêmes. Donc, sa disponibilité, qualité, accès, stabilité, bien sûr, dépend du cycle naturel de l'eau, mais ces ressources en eau peuvent être utilisées soit pour différents types d'activités, par exemple la production, le traitement d'aliments, la préparation d'aliments, ou même pour le boire ou pour laver et le wash, c'est-à-dire l'assainissement et l'hygiène. Donc, ici, quand on va à la sécurité alimentaire, bien sûr, ça dépend beaucoup des ressources en eau. C'est-à-dire, si on n'a pas de bonnes ressources en eau, nous n'aurons pas des aliments qui sont disponibles, accessibles, abordables, acceptables et la qualité et salubrité des aliments peuvent être euh, euh, impactées. Donc, euh, c'est là qu'on voit l'importance de l'eau en général pour la nutrition et une alimentation saine. Avec cette approche de système alimentaire, donc, on lie deux objectifs du développement durable. Le numéro 2, Femme zéro, qui veut dire éradiquer la faim, assurer la sécurité alimentaire et améliorer la nutrition et promouvoir une agriculture durable, tout ensemble. Et donc, là, il faut repenser la façon dont nous cultivons, partageons et consommons nos aliments pour pouvoir arriver à cette nutrition et agriculture durable et la sécurité alimentaire. Et aussi l'objectif de développement durable au propre assainissement qui cherche d'assurer la disponibilité et la gestion durable de l'eau et de l'assainissement pour tous et garantir l'accès à l'eau potable et l'assainissement pour tous. Donc, avec des systèmes agroalimentaires efficaces, inclusifs, résilients et durables, et toutes ces différentes parties du système alimentaire, on cherche à avoir un monde où tout le monde mange des aliments sains issus des systèmes agroalimentaires efficaces, inclusifs, résilients et durables, et l'eau joue un rôle indispensable. C'est pour cela que l'FAO vient de chercher, cherche de lier ces deux thèmes, l'eau et la nutrition. Et nous avons un groupe de travail qui fait partie de, euh, de ces activités. Euh, ce groupe de travail, c'est but est de créer, de sensibiliser
créer des capacités et évidence entre le lien entre l'eau et la nutrition. Une composante clé de ce groupe de travail sont ces dialogues politique entre le ministère d'Agriculture et WASH, non, et ceux qui sont aussi en charge de la nutrition, soit le ministère de la Santé ou autre. Donc là, ce qu'on cherche est que chaque goutte d'eau euh, contribue à produire des aliments plus nutritifs. Donc, ce n'est pas que chaque goutte d'eau produise seulement des aliments, mais quels aliments, c'est très important. Donc, et c'est pour là et aussi que les stratégies de gestion de l'eau soient euh, fait d'une façon que on contribue à l'accès d'une eau potable et salubre que ne soit pas pour tous. Donc là, et c'est très important qu'on inclue cet aspect-là. Donc, avec ce groupe de travail, on a discuté une approche que c'est celui-ci, l'approche Nutrition Sensitive um, et Water, euh, um, Nutrition Sensitive Water. Ah, désolé, je ne me souviens plus ce que ça veut dire. Mais ce qu'ils cherchent est de viser à faire en sorte que les agriculteurs cultive et consomme des aliments plus diversifiés tout en protégeant et maximisant les ressources en eau, utilise des méthodes de transformation des aliments post-récolte sensibles à la nutrition pour assurer l'accès à des aliments diversifiés tout au long de l'année, comprennent l'importance d'une alimentation saine, y compris l'eau potable, pour tous les membres de leur ménage, et en fin de compte, améliore la situation nutritionnelle des populations plus vulnérables grâce à des pratiques durables en matière d'eau et d'agriculture. Et donc, avec cette approche, on cherche que dans l'exécution des développements de capacités des agriculteurs, avoir des objectifs d'apprentissage axés sur le comportement, des méthodes participatives utilisant des activités pratiques, un horaire suggéré des séances pour assurer une utilité maximale, établir des connexions claires entre les pratiques agricoles et la nutrition et évaluation continue pour assurer que les bénéficiaires comprennent les, les concepts clés. Donc, euh, on a travaillé dans un projet pour initier ce type de travail, mais ça n'est pas fini. Donc, on voulait partager avec vous cette type d'approche pour avoir votre retour. Merci beaucoup. Ok, merci bien Anna. Merci pour cette présentation qui est vraiment très claire. Nous allons passer à la deuxième présentation avant de revenir aux questions pour ne pas perdre trop de temps. Je m'appelle Sekou Badji. Je suis le responsable de TIC Sénégal. Je suis très honoré de participer aujourd'hui avec vous et de remercier aussi Madame Anna pour la belle présentation qu'elle vient de faire. Mais aussi remercier Ouattara qui nous a facilité cette présentation. Je pense que si vous allez, nous avons une page web, vous pouvez aller dans cette page, voir tout ce que nous faisons au niveau par rapport à nos activités. Donc, euh, je pense avec Anna, avec la FAO, nous partageons certaines approches. Vous savez que DIG
à une approche axée sur l'agroécologie et la sensibilisation et la nutrition pour la sécurité alimentaire et la résilience climatique. Et quand on parle de résilience climatique, aujourd'hui, nous tous, nous savons ce que le changement climatique a fait par rapport à, à la Terre, par rapport euh, à la destruction de la Terre, par rapport aussi à la salinisation des sols, la salinisation de l'eau, le manque de ressources halieutiques, la disparition des forêts. Et là, vous conviendrez avec moi qu'il faut apporter des réponses, il faut apporter des solutions. C'est pour cela l'organisation cible spécifiquement des populations les plus vulnérables parce que ce changement climatique a apporté un certain taux de vulnérabilité, surtout dans certaines zones, en mettant l'accent sur l'autonomisation des communautés et le renforcement des capacités. Et là, je pense que nous rejoindrons la FAO par rapport à sa méthodologie. Sa méthodologie. Donc, nous avons une approche participative. Cette approche passe par l'identification des besoins. Je pense qu'Anna vient de le dire. On écoute attentivement les communautés locales et on comprend les défis. Et au-delà de ces défis, nous apportons spécifiquement des solutions. Nous apportons des solutions pour aider à cette communauté. Au-delà de ça, nous allons développer des solutions et pour développer en s'appuyant sur les connaissances des ressources locales ou adapte des contextes textes que la création des jardins communautaires, la production de la farine enrichie et des sessions de sensibilisation. Je pense que dans les détails, nous en reviendrons, mais aussi il y a ce qu'on appelle la participation de la communauté. Tout ce que nous faisons du début jusqu'à la fin, la société est là, la communauté est là. Nous discutons avec les autorités de la communauté, mais aussi nous discutons avec les bénéficiaires ou avec qui nous travaillons. Je pense que tu peux continuer. Avec qui nous travaillons. Donc, la méthodologie de DIC. Nous faisons des jardins communautaires. Ces jardins communautaires, nous faisons des jardins de démonstration d'abord. Parce que pour aider la personne, il ne faut pas venir donner de l'argent ou bien de l'aide, mais il faut former cette personne-là. Et nous avons pensé que à travers l'agroécologie, à travers l'agriculture, nous pouvons aider la personne en faisant ce qu'on appelle les jardins de démonstration. Et ces jardins de démonstration, c'est des jardins qui permettent de présenter diverses techniques agroécologiques et de sensibiliser les participants aux bienfaits nutritionnels. Quand on parle des techniques, vous savez que j'avais parlé tantôt qu'il y a la destruction de la terre. Le sol n'est plus productif. Il y a aussi la salinisation. Il y a aussi le manque d'eau qui se présente. Donc, il faut développer des techniques agroécologiques qui permettent à ces bénéficiaires-là de produire davantage au-delà de ce manque, au-delà aussi même de la destruction de certaines sols. Mais aussi, nous favorisons ce qu'on appelle des jardins communautaires. Les ménages apprennent à cultiver des légumes pour l'autoconsommation et la vente sur le marché local. Donc là, les techniques qu'on a enseignées au niveau du jardin de démonstration, ce sont ces techniques-là que ces ménages, que ces bénéficiaires appliquent dans le jardin de communautaire. Et ces jardins de communautaire permettent à ces bénéficiaires-là de développer des légumes, de consommer ces légumes, mais le surplus de les vendre au niveau du marché. C'est-à-dire cela aussi permet de ravitailler les marchés, d'approvisionner les marchés. Au-delà du jardin communautaire, nous avons ce qu'on appelle des jardins à domicile. Les jardins à domicile, c'est des jardins familiaux
qui permettent d'améliorer l'alimentation des ménages et de répondre aux besoins nutritionnels de la famille. Donc, ces jardins familiaux ou bien des home gardens ou bien des jardins à domicile, ce sont des jardins qui permettent la pérennité même de l'action qu'on a débutée. La pérennité, c'est-à-dire permettre à ces personnes-là de cultiver des légumes propres à leur consommation. Je pense que c'est des jardins qu'on a développés et ça réussit bien dans ce domaine-là. Donc, on continue. Il y a ce qu'on appelle l'initiative pour l'autonomisation alimentaire. Nous développons aussi ce qu'on appelle des jardins de prescription. Et ces jardins de prescription permettent aux familles, aux enfants malnutris de produire leurs propres légumes pour améliorer leurs aliments d'alimentation. Parce que nous avons vu que des fois, quand on distribue la farine enrichie, ou bien quand on aide, on soutient l'enfant qui est malnutri, souvent il y a des rechutes. L'enfant rechute. On a initié ce qu'on appelle les jardins de prescription, comme des jardins sous ordonnance, qui permettent de développer des légumes au niveau de la concession, hein, qui vont aider l'enfant à ne pas rechuter. Nous faisons aussi des sessions de démonstration culinaire. Ces sessions de démonstration culinaire, c'est des pratiques de cuisine pour enseigner aux membres de la communauté comment préparer et consommer des aliments nutritifs à partir des produits de leur jardin. Nous aussi, on travaille sur la production de la farine. Parce que l'enfant qui est malnutri, tu ne peux pas à tout moment venir donner à sa maman de la farine à tout moment. Mais il faut enseigner à sa maman comment fabriquer cette farine, quels sont les composants de cette farine. C'est pour cela que nous initions des formations sur la fabrication de la farine enrichie. Accompagne des groupes de femmes dans la production de farine enrichie en nutriments essentiels à partir d'ingrédients locaux. Donc, nous avons utilisé etc. pour Je pense que la aux bonnes connexion, pratiques d'hygiène, d'amélioration du cadre de vie et d'alimentation équilibrée. Donc, ce qui veut dire que c'est des sensibilisations qu'on fait dans les postes de santé, au niveau de la communauté. Voilà, pour c'est doit avoir un problème de connexion. Est-ce que Sadio peut continuer rapidement? Oui, bonjour. Il faut continuer la présentation parce que Sekou doit avoir des soucis de connexion. OK. Au-delà de ce que dit que ce qu'on fait concernant la nutrition, au-delà de ces différents jardins que c'est vient d'énumérer, les jardins à domicile, les jardins communautaires, les jardins de prescription, des démonstrations culinaires, de la production, de l'accompagnement de la production à la production de la farine enrichie et des sections de sensibilisation, mais aussi, donc il y a également, donc nous rencontrons également des défis qui sont liés à l'accessibilité, donc de certaines zones vraiment éloignées, reculées, des zones rurales vraiment, donc ça empêche un peu d'atteindre donc le maximum de la communauté. Donc, mais également, nous savons tous que avec le problème de l'eau, de la qualité de l'eau, donc pouvoir faire non seulement du maraîchage, surtout axé sur la nutrition, il faut vraiment une qualité de l'eau vraiment accessible, vraiment fiable. Et là, nous rencontrons à travers, vous voyez cette image, donc souvent au niveau de nos jardins,
Donc, voici ce qu'on trouve, ce qu'on a des puits qui sont vraiment profonds. Ils sont vraiment profonds et ça empêche le développement rapide, n'est-ce pas, certaines spéculations parce que ça charge également donc, tous ces éléments. Donc, le manque d'accès à des sources d'eau fiables pour l'irrigation des cultures et aussi fait partie de nos défis majeurs. Mais au-delà de ça aussi, nous avons ce qu'on appelle l'accès à la terre. Il est vraiment difficile ici dans notre contexte au Sénégal, en Casamance, donc d'avoir vraiment des terres à la disposition des communautés. C'est vraiment difficile. Raison pour laquelle aussi on a jugé nécessaire donc, de développer certaines techniques au niveau de la commune, c'est-à-dire des jardins urbains à travers les matériels recyclables que l'on utilise également. Au-delà de ces défis, donc, les recommandations que DIC souhaiterait passer à travers, n'est-ce pas, cette webinaire, c'est axé sur la partenariat et la collaboration. D'abord, comme on travaille au niveau des communautés, c'est essentiel en fait de chercher des partenaires locaux. Dès qu'on renforce les partenariats avec, n'est-ce pas, les autorités locales et les organisations communautaires pour améliorer l'accessibilité et la distribution des ressources. Et concernant la question liée à l'eau, donc ce qu'on propose, vous avez vu tantôt dans l'autre diapositive, ce sont des puits que les bénéficiaires que nous utilisons en fait. Il serait vraiment intéressant d'apporter des solutions, surtout axées sur des mini-forages pour garantir également un accès fiable à l'eau pour les cultures. Concernant l'accès à la terre, donc toujours c'est en collaboration avec les autorités locaux pour faciliter l'accès à des terres cultivables et sécurisées pour ces projets agricoles communautaires parce que nous voyons que les communautés en ont besoin, mais c'est hyper difficile pour octroyer des parcelles pour que ces communautés puissent s'en sortir parce que vraiment, c'est vraiment difficile ici. Maintenant, je partage quelques résultats qu'on a eu à observer et les impacts qui sont là. Au niveau de la sécurité alimentaire, donc nous constatons que les jardins communautaires et familiaux ont permis d'améliorer la disponibilité et l'accessibilité des aliments nutritifs pour les communautaires. Donc, à travers ces jardins, nous voyons que non seulement ces communautés commencent à produire beaucoup plus, n'est-ce pas, des légumes, mais ces légumes sont vraiment accessibles, disponibles au niveau de ces jardins. Tout ça, ça participe à ce qu'on appelle cette sécurité alimentaire. Également, on a l'autonomisation des femmes. Donc, depuis le début du projet en 2019 au Sénégal, en Casamance, donc on a eu à former 1300 bénéficiaires et on constate que les 80% de ces bénéficiaires, n'est-ce pas, sont des femmes. Cela met en avant ce qu'on appelle l'impact de la femme. Nous tous, nous savons que la femme est un pilier, en fait, est ce pilier de la société ou de cette cohésion sociale. Et ça permet à ces femmes-là de pouvoir, n'est-ce pas, développer leur leadership à travers ces initiatives agricoles. Mais également, nous constatons qu'avec la nutrition, à travers la dotation, la formation, l'accompagnement des mamans concernant la production de la farine à enrichir et le jardin de précision. Donc, les enfants, les 344 enfants suivis, donc nous constatons que 96% de ces enfants, donc malnutris, rétablissent, récupèrent et sortent de cette situation de la malnutrition aiguë. Mais également, nous constatons que à travers la production des légumes au niveau des jardins à domicile, au niveau de la communauté, au niveau des jardins de prescription, donc nous voyons nettement une réduction de ces dépenses alimentaires parce que la personne ou le ménage, non seulement il produit ces légumes qu'il consomme, donc ça permet de réduire les dépenses, mais le surplus également est vendu.
Et merci beaucoup. Donc, nous nous excusons également pour cette brève interruption. Voilà, c'est lié à la connexion. Et nous vous remercions vraiment. Merci beaucoup. Ok, merci bien à Sekou et Sadio. Merci à Dig pour cette belle présentation. Donc, il était prévu une présentation de Fassoko, mais qui n'a pas pu se connecter parce qu'il travaille sur les questions d'accès à l'eau, les questions d'hygiène et de nutrition. Donc, nous allons peut-être échanger sur ces deux présentations. S'il y a des questions de compréhension, de commentaires, on va les prendre avant de passer à la prochaine étape. Sadio, tu peux désactiver le partage d'écran? Ceux qui ont des questions sur l'une ou l'autre des présentations, est-ce que vous pouvez lever la main pour qu'on puisse noter les questions et après, voilà, on pourrait donner la parole à ceux qui ont présenté pour pouvoir répondre. S'il veut intervenir, vous pouvez lever la main, on vous donne la parole. Euh, Monsieur Laurent, allez-y. Activez votre micro, Monsieur Laurent. Ok, Monsieur Daouda. C'est bon maintenant? Ok, c'est bon, allez-y. Bon, j'avais un petit souci technique. Merci à chacun et à tous. Merci aux présentateurs et pour la qualité des informations partagées. J'avoue que sur la relation, le lien entre l'eau et la nutrition et l'alimentation saine, les choses paraissent bien évidentes, que l'alimentation saine est une conséquence logique de l'accès à l'eau potable et pas seulement l'eau potable, l'eau qui participe vraiment à nourrir la nutrition. Maintenant, ce sur quoi j'aurais aimé avoir un peu de développement, c'est vraiment la relation avec le conseil agricole. Qu'est-ce qui est attendu davantage des populations euh, pour que le conseil agricole puisse offrir comme service pour améliorer, assurer l'effectivité de cette corrélation entre l'eau, la nutrition et l'alimentation saine. Que devrait davantage faire le conseil agricole en faveur et à destination justement des communautés de population? C'est juste ça ma préoccupation, maîtriser davantage l'intervention du conseil agricole, puisque la question de base, c'était d'intégrer l'eau et la nutrition au conseil agricole. Donc, au final, comment faire connecter vraiment ce nexus-là avec le conseil agricole? Merci. Ok, merci bien. Monsieur Daouda, Ok, bonjour à tous et à toutes. allez-y. Ok, Monsieur Daouda de connexion, on passe à Monsieur Jean Adedi. Monsieur S'il vous Jean, plaît. Juste premier point, l'autre là, on peut toucher dans les allô? différents pays concernés. Le deuxième point, Allô? Oui, bonjour. Oui, allez-y. Ok. Au fait, ma question, c'est par rapport à l'approche de prescription. Le présentateur a parlé d'une approche de prescription au niveau des jardins. allô? J'aimerais mieux comprendre cette approche. Ok, merci. Oui, Allô? Monsieur Daouda, allez-y, allez-y. Monsieur Daouda, allez-y. Oui, je disais, qu'est-ce qui est prévu pour la démultiplication de ce programme au niveau des différents pays concernés?
le deuxième point, est-ce qu'il y a possibilité, après cette rencontre, de partager les documents avec tous les participants ici présents? Ce sont ces deux questions que voilà, j'aimerais avoir une précision. Merci à tous et à toutes. Merci. Monsieur Rachidou. Ok, merci. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Merci pour les deux présentations, la présentation de Madame Anna et celle de Monsieur Badi et Ibrahim. Ma question va à l'endroit de la présentation de Madame Anna. Et la question concerne, dans sa présentation, je n'ai pas tellement remarqué le volet de gestion de l'eau. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir avec la problématique du changement climatique. Il va falloir intégrer dans ce système d'approche alimentaire la gestion de l'eau, puisque c'est une ressource incontournable dans ce système alimentaire. Je voudrais savoir, est-ce que la FAO a pensé à la gestion de cette ressource naturelle? Merci beaucoup. Okay. Maintenant, Merci bien. la deuxième question concerne la deuxième présentation de M. Badi. Et dans sa présentation, j'ai vu l'approche conseil et accompagnement. Mais je n'ai pas tellement vu l'aspect entrepreneurial. Aujourd'hui, c'est vrai, pour pouvoir avoir une nutrition de qualité ou bien de durable, il va falloir faire la promotion de l'agroécologie en se basant sur l'aspect entrepreneurial pour pouvoir aider les communautés à mieux s'en sortir, à diversifier leurs ressources. Voilà ainsi les deux questions que j'ai voulu relever. Merci à vous. Merci pour Ok, cette opportunité. merci bien. Une dernière personne pour qu'on puisse avancer afin de pouvoir mieux gérer le temps. Monsieur Drissa Sangaré, pour la Ok, dernière bonjour à tout le intervention. monde. Merci beaucoup pour cette occasion et cette belle opportunité donc de partager donc la compréhension et les approches. Ah, ok. Mhm. Donc, vous m'excusez, je vais devoir baisser un peu la voix. Vous m'entendez? Oui, oui, allez-y. Ah, ok, d'accord. Donc, j'avais deux questions, mais la première concerne plutôt, c'est comment harmoniser donc les approches dans le conseil agricole de sorte que les producteurs produisent pour le marché, mais accordent aussi une grande importance à leur propre nutrition. Parce que de plus en plus, on a une agriculture qui est orientée vers le marché, on conseille les agriculteurs donc de produire pour le marché, et du coup, leur propre alimentation, leur propre nutrition est parfois mise à l'écart. Donc, c'est vraiment comment harmoniser donc, nos approches de sorte que les producteurs produisent non seulement pour répondre aux besoins du marché, avoir des revenus, etc., mais en même temps aussi accordent de l'importance à leur propre nutrition. Et la deuxième, c'est juste au niveau de la deuxième présentation, c'est concernant les défis. Donc, vous avez partagé une très belle photo donc d'un puits utilisé donc dans le jardinage. Mais ici, je pense qu'au-delà donc du défi que vous avez mentionné, c'est-à-dire le manque d'eau pour les cultures maraîchères, il y a aussi le fait que dans la plupart des cas, les agriculteurs eux-mêmes consomment en fait l'eau de ces puits-là. Et malheureusement, c'est des eaux qui sont très polluées, qui ne sont pas propres à la consommation, à la nutrition. Donc, du coup, je pense qu'il faut aussi tenir compte de ça dans le conseil agricole, de sorte que il y ait donc des actions qui tendent donc à améliorer la qualité de ces eaux, si toutefois elles doivent être utilisées pour la nutrition, et aussi donc apporter donc des conseils aux producteurs sur comment est-ce qu'ils peuvent en tout cas produire des légumes sains, mais avec aussi de l'eau de qualité. Voilà un peu les deux remarques que j'ai eu à faire. Globalement, les présentations sont très intéressantes. Donc, nous sommes intéressés aussi à les recevoir pour encore davantage approfondir nos connaissances. Merci beaucoup. Ok, merci bien. Je pense qu'il y a des nouvelles, mais comme il y a les soucis de gestion du temps, Monsieur André, si vous pouvez aller vraiment rapidement. Ok, merci bien pour cette présentation que je n'ai pas très bien suivie. Mais j'aimerais poser une question en fait. Est-ce qu'il y a vraiment en fait
une conséquence, l'utilisation des eaux salées, parce qu'au Sénégal, par exemple, on a en fait des zones qui sont en fait salinisées. Est-ce que l'utilisation des eaux salées peut en fait induire en fait des effets négatifs sur la qualité des produits qui seront issus de ces sols qui sont vraiment salés ou on a utilisé en fait des eaux salées, quoi. Merci bien. Ok, merci. Ok, merci à tous pour ces questions d'éclaircissement, les commentaires et puis voilà. Donc, nous allons peut-être passer la question d'abord à Madame Anna pour essayer de voilà, répondre à certains commentaires et puis aussi la question qui a été adressée à sa présentation. Madame Anna? Madame Anna? Euh, Est-ce qu'elle n'est pas connectée ou bien? Ok, donc, Sekou, est-ce que vous pouvez répondre Oui, aux questions qui sont adressées à Dig en attendant? merci, merci, mais aussi je m'excuse du désagrément lié à la connexion. Ouais, vous avez parlé tantôt de la prescription, jardin de prescription. Vous savez, nous aussi, nous accompagnons des enfants malnutris de 0 à 5 ans. Et ces enfants, nous avons vu que pour régler ce problème de la malnutrition, il ne faut pas rester seulement sur le cas de l'enfant ou de la mère. Mais il y a quelque chose qui tourne autour, c'est la famille. Et cette famille-là, il faut prendre en charge tout cela. C'est pour cela que nous avons dit, donnez la farine. Si l'enfant rechute et tu laisses l'enfant partir, donc c'est un problème, tu n'as pas réglé le problème. On s'est dit que donc il faut faire ce qu'on appelle des jardins de prescription. Et ces jardins de prescription, c'est comme des jardins sous ordonnance où on conseille à l'enfant ou bien à la maman de donner à l'enfant tel légume, tel légume, tel légume, tel légume. Mais au-delà, on ne demande pas à la maman d'acheter ces légumes, mais on installe un jardin où nous allons développer ces légumes dans ces jardins-là. Donc, si l'enfant a besoin des vitamines A, C, etc., nous proposons des légumes, nous proposons ces légumes-là pour que l'enfant puisse consommer ces légumes, mais aussi pour que la famille aussi puisse consommer ces légumes. Je pense que c'est là pour le jardin de production. Voilà, je n'ai pas compris. Pour les autres questions, Ouattara, tu peux en venir. Ouattara? Oui, je disais que c'est tout ça la question. Maintenant, il y avait, bon, c'était un complément pour dire au-delà de la question de l'accès à l'eau qui est un défi. Maintenant aussi, le fait que les producteurs consomment l'eau de ces puits, souvent qui n'est pas de l'eau potable. Ça aussi, c'est des questions à voir. Mais bon, je pense que tout ça, c'est des commentaires qu'on doit prendre en compte, quoi. Donc, pour le conseil et accompagnement, c'est juste pour les conseils, nous conseillons les femmes par rapport à certaines pratiques, certaines techniques. Il y a tantôt quelqu'un qui parlait de l'eau salinisée des fleuves. Oui, voyons que certaines terres sont salées et ces terres-là ne sont plus productives. Et maintenant, nous, ce que nous faisons, nous développons des techniques qui permettent à régler tout ce problème-là. Et ces techniques, je pense que nous utilisons des techniques hors sol, des techniques qui nous permettent de ne pas cultiver directement au niveau de la terre. Peut-être la terre peut être salée. Nous développons des techniques hors sol comme l'utilisation des pneus, l'utilisation des seaux cassés, etc., qui nous permettent de produire sans pourtant avoir des problèmes de production. Donc, mais aussi, l'accompagnement, c'est quoi? Parce que si tu veux aider la personne,
tu le trouves chez lui, tu vois qu'il n'a pas certaines ressources. Nous, ce que nous faisons, nous apportons le matériel, nous apportons les intrants, nous apportons aussi la connaissance pour permettre à ces personnes-là, pour permettre à ces personnes-là de pouvoir produire et de pouvoir consommer et vendre. Mais aussi, nous favorisons aussi la consommation en demandant à la personne, au bénéficiaire, de consommer. C'est pour cela que nous avons développé des démonstrations culinaires. Et ces démonstrations culinaires-là permettent à ces personnes-là de comprendre, de connaître comment cuisiner cette légumes, mais aussi de pouvoir les consommer, de pouvoir les On avait fait utiliser. un atelier là Donc, c'est ça. pour la collecte de données MNI. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des actions au niveau de la FAO pour renforcer la prise en compte de la question liée à la gestion de l'eau? Donc, peut-être rapidement, avant qu'on puisse faire un commentaire des réponses déjà soumises et puis procéder à la clôture de ce webinaire. Donc, Merci. non, merci. Oui, désolé, j'ai eu des problèmes de connexion. Mais oui, bien sûr, on a, comme je disais, un groupe de travail qui est un groupe de travail, bon, bien sûr, un groupe de travail sur l'eau et la nutrition, mais ça fait partie de un enveloppe plus grand sur les activités de l'eau, euh, pour avoir l'agriculture dans un contexte de manque d'eau, non? Water scarcity. Donc là, il y a beaucoup d'activités de comment gérer l'eau de façon plus durable. Et je vous invite, je pense que j'avais partagé, mais je vais partager avec vous. En, en français, il y a tout le lien, le site web avec toutes les activités qui sont gérées. euh, sur différents concepts de l'eau, la pénurie de l'eau, c'est-à-dire excès de la demande en eau par rapport à l'offre disponible. Donc, c'est là que la gestion de l'eau, c'est très important. Et il y a beaucoup d'activités, il y a des groupes de travail importants pour aider aussi des ressources qui peuvent être accédées sur ce type de thème. Merci. Déjà, à mon niveau, en tout cas, je remercie l'ensemble des participants qui ont pu vraiment se connecter à ce webinaire. Je vois que nous sommes toujours 49 personnes. En temps, on était allé jusqu'à 52. Donc, ça montre que vraiment les choses, ça intéresse les gens. Euh, Déjà, je félicite aussi Madame Anna pour sa disponibilité et la belle présentation. Un grand merci à l'équipe de DIG au Sénégal pour en tout cas la disponibilité, la belle présentation. Donc, je pense que nous allons mettre aussi les coordonnées dans le rapport. Pour ceux qui veulent avoir plus de détails sur les activités de DIG, donc ils pourront contacter l'équipe sur place. Donc, je ne sais pas si vous avez un mot, Madame Anna, avant qu'on puisse peut-être donner la parole à deux ou trois participants pour pouvoir donner un commentaire et puis on va clôturer. Merci. Donc, merci beaucoup à tous pour votre participation, comme Malamine vient de dire. Et je veux aussi remercier Rescar et aussi, bien sûr, à Francisco André Lazer pour la collaboration avec le thème de nutrition. Et j'ai hâte de savoir et je viens de voir que vous avez partagé avec nous vos idées sur comment continuer avec le travail dans ce thème. Et on va analyser tous ces résultats. Et merci beaucoup d'avoir partagé avec nous. Merci. Merci bien. Sekou, vous avez un mot?
Sekou ou bien Sadio? Oui, merci, merci Ouattara. Merci de nous avoir permis de s'exprimer à travers ce webinaire. Vraiment, nous sommes très heureux, très aussi honorés de partager nos connaissances par rapport à notre travail. Merci à Mme Anna de cette présentation. Vraiment, je remercie tous les participants parce que j'ai appris des choses par rapport à ce webinaire. Merci, merci beaucoup. Deux autres personnes parmi les participants de pouvoir donner un mot. Rapidement, qui veut parler? La parole est qui veut la prendre? Juste un mot synthétique. Nous sommes déjà 2 minutes de retard, le 32. Oui, allez-y, j'ai vu une main levée, mais je ne vois pas la personne. Allez-y. Oui, merci, Monsieur Malamine. Et je pense que c'est très important. Et pour la partie du Sahel, parlant de l'eau, de nos jours, avec les fortes chaleurs qu'on a connues, tout le monde a vu ce que ça a comme impact sur les plans d'eau et sur les productions. Donc, je pense que c'est important et on a beaucoup appris avec surtout les cas pratiques du Sénégal. Donc, merci Oresca pour ça. Merci bien, Monsieur Da. C'est une autre main ou bien c'est l'ancienne main? Oui, Balkissa, allez-y. Mais comme vous avez dit un seul mot, je dirais merci. Et je dirais que le Niger est là. J'ai juste pas fini de remplir. Je vais l'envoyer. Merci beaucoup. OK, merci. Merci à tous. Donc, bonne suite d'activité, excellente journée. Donc, nous allons vous revenir avec le document du webinaire, mais aussi avec le rapport du webinaire. Donc, nous vous invitons, pour ceux qui n'ont pas terminé, à poursuivre le remplissage et à envoyer vos réponses. Merci, merci et voilà, excellente journée. Merci Anna et au revoir. Merci.